Dimanche 26 juillet 2020, merci d'être sur la chaîne qui rassemble, merci d'être avec nous pour ces 45 minutes d'information. Bonjour et bienvenue. La Gendarmerie nationale accueille plus de 600 nouveaux éléments et 27 officiers composant la 44e promotion du cours d'application des officiers de la Gendarmerie nationale. La promotion est baptisée Engagement et détermination avec pour parrain feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils ont prêté serment hier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Comme depuis plusieurs mois, dans ce journal, nous consacrerons un chapitre entier au nouveau coronavirus. La maladie est parmi nous, le virus continue de circuler. Hier, ce sont 241 personnes qui en ont été infectées, portant le total à 15 494 avec 94 décès. Le nombre de patients guéris, lui, est de 9 880. Elle se disait intouchée par le coronavirus depuis le début de la pandémie, mais la Corée du Nord annonce ce dimanche son premier cas suspecté de Covid-19. Il s'agirait d'une personne qui a franchi illégalement la ligne de démarcation faisant office de frontière avec la Corée du Sud. Mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de cette frontière. Le coronavirus est une maladie à prendre au sérieux. Les personnes vivant avec le VIH doivent elles aussi respecter l'ensemble des mesures préventives afin de minimiser leur exposition au virus à l'origine de la COVID-19 et d'éviter toute infection. À l'instar de la population en général, ces personnes vivant avec le VIH ou les personnes séropositives ayant des problèmes cardiaques ou pulmonaires sont potentiellement exposées à un risque plus élevé de contracter le virus et de développer des symptômes plus graves. VIH et COVID-19, quel est le lien entre eux? Quel est l'impact combiné de ces deux infections sur les personnes vivant avec le VIH? Le directeur coordonnateur du PNLS est sur notre plateau. Le PNLS, c'est le Programme national de lutte contre le sida. Avec professeur Ewi Ebois, nous allons évoquer aujourd'hui la prise en charge des porteurs du VIH face au coronavirus. Professeur Ewi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Dites-nous aujourd'hui, la courbe VIH en Côte d'Ivoire, à quoi elle ressemble? La courbe VIH en Côte d'Ivoire est vers la baisse. La tendance est vers la baisse depuis quelques années. Et ces dernières années, nous constatons effectivement une baisse de la prévalence de la maladie dans la population et du nombre de nouvelles infections dans la population. Qui serait passé de 4% à 2%. À 2,9% exactement. Exactement. À tout à l'heure, professeur. Merci. Merci beaucoup. 603, c'est le chiffre du jour et c'est le nombre de nouveaux gendarmes qui viennent renforcer les effectifs de la maréchaussée après leurs années de formation. Avec eux, les officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie sortent également de l'école. Tous ont prêté serment hier en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ces 27 officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale ont pendant une année académique entamé l'apprentissage du dur mais passionnant métier d'officier de gendarmerie. Originaires de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils viennent d'achever leurs années d'études. Mais avant leur déploiement sur le terrain, ils doivent passer par les étapes de baptême, de prestation de serment et d'attribution d'un parrain. Et c'est ce qu'a fait le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Quel nom voudrez-vous donner à cette promotion? Et quel est le parrain? Votre promotion portera le nom Engagement, Détermination. Et votre parrain sera le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces 603 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 30 jeunes filles, sont au thème de leurs années de formation militaire et professionnelle, basées sur les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Avant leur départ de l'école, ces nouveaux gendarmes vont remettre le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets, qui en assureront la garde le temps de leur formation suivie de la prestation de serment. Jurez de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité. La famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à la gendarmerie nationale pour l'honneur et l'hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
Des conseils ont été prodigués à ses filleuls. Amadou n'est plus aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette situation accroît l'engagement que nous avons pris avec lui. Soyez engagés, comme votre nom l'indique, aux ordres de votre hiérarchie, jusqu'au sommet de l'État. Gardez le sens du devoir et du travail bien fait. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité le nouveau gendarme à la rigueur et à s'inspirer du modèle de leur parrain. En le faisant, vous avez choisi d'adopter les valeurs qui ont caractérisé ce grand homme, à savoir l'intégrité, la probité, la loyauté, le don de soi et la rigueur. Ne l'oubliez jamais. Quand vous serez tenté par toutes les vilaines tentations humaines, rappelez-vous que vous êtes la promotion qui porte le nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs distinctions ont été faites à cette cérémonie, qui s'est achevée par des démonstrations de maniement d'armes, de parcours d'obstacles, de démontage et remontage de pistolets automatiques. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. La vie est ainsi faite. La gendarmerie nationale est en deuil. L'institution a perdu l'un de ses illustres éléments. MDL Moussa Diarra-Souba s'en est allé le 20 juillet dernier à l'âge de 82 ans. Moussa Diarra-Souba était un virtuose de la canne, du maniement de la canne. Il était tambour-major, le tout premier de la musique de la gendarmerie. Nous l'avons rencontré il y a quelques années et aujourd'hui nous avons souhaité vous faire revivre une partie de cet entretien pour partager avec vous sa bonne humeur et sa joie de vivre. Un jour ensoleillé d'août 2013, à 24 heures de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré Amar Kori Anoumambo, le maréchal des logis à la retraite Moussa Diarra-Souba. Pendant 30 ans, de 1963 à 1993, l'ancien gendarme était le tambour-major de la musique de la gendarmerie nationale. Le tambour-major, c'est l'homme à la canne qui toujours précède l'orchestre lors d'un défilé. Ce vendredi-là, avec bonheur, il nous contait ses longues années de service. Ça, c'est un spectateur. Ça, c'est la musique complète. Et tambour-major, c'est qui donne le départ. Tout défilé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai tout géré. Toutes les personnalités qui sont venues en Côte d'Ivoire, c'est moi qui tire. À chaque célébration de la fête nationale, Moussa Diarra-Souba était à lui seul une attraction. Au premier rang de ses admirateurs, Félix Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny dit, quand tu lances en l'air, il faut dire bien Houphouët-Boigny, on ne dit pas on. Quand tu balances en l'air, tant que tu n'as pas attrapé, moi, je ne peux pas respirer. Il dit, président, il faut respirer. Pour moi, c'est calculé. Il dit, ah bon, c'est calculé. Effectivement, c'était calculé. Et pour lui témoigner la gratitude de l'État, le 20 novembre 2017, Moussa Diarra-Souba est fait chevalier dans l'Ordre du Mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Le maréchal des logis tire sa révérence ce 20 juillet à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une famille nombreuse, une quarantaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Parmi eux, 300 gendarmes, dont un tambour-major. À Moussa Diarra-Souba et à tous les autres disparus qui nous ont quittés, reposez en paix et que la terre vous soit légère. La forêt se meurt également en Côte d'Ivoire. De 16 millions d'hectares, il y a plusieurs dizaines d'années, le pays frôle les 4 millions aujourd'hui. Heureusement, l'État a pris le taureau par ses cornes pour inverser la tendance et les initiatives s'enchaînent pour la reconstitution du couvert forestier. Une ambitieuse opération de plantation de plus de 5 millions d'arbres en 2020 sur le territoire national est un succès. À Katiola, dans la région du Hambol, les populations ont pris une part active dans l'exécution du projet.
La reconstitution du couvert forestier demeure un défi majeur à relever pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations de reboisement sont lancées, dont la dernière en date est l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Dans la région du Yambol, la direction départementale des eaux et forêts se donne les moyens pour faire de Katoula la localité la plus verte en Côte d'Ivoire. La deuxième édition de l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, tenue à la résidence du sous-préfet, a mobilisé l'administration publique et la population. L'administration forestière sollicite des parcelles afin de multiplier les opérations de reboisement. Je profite de cette tribune pour inviter les propriétaires à nous saisir des parcelles pour les opérations de reboisement à venir. Monsieur le sous-préfet, représentant monsieur le préfet de région, préfet du département de Katoula, nous voulons vous solliciter pour nous aider dans cette difficile tâche. Le sous-préfet de Katoula a exhorté les populations à s'impliquer davantage dans cette opération de reconstitution de la forêt ivoirienne. Dans le département de Katoula, ce sont près de 30 hectares reboisés en 2 ans. L'opération Un jour, 5 millions d'arbres contribue à la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé de 60 millions d'hectares en 1960 à moins de 4 millions ces dernières années, soit 80% de perte. Reportage signé Soro Corona de la station régionale RTI et Bouaké. Et on en vient à la situation de l'épidémie de coronavirus avec des cas de contamination en constante augmentation. « 241, c'est le nombre de nouveaux malades de Covid recensés ces dernières 24 heures en Côte d'Ivoire. 381, le nombre de nouveaux guéris et aucun décès enregistré. 0 décès donc. C'est un bonheur pour nous d'insister là-dessus avec un nombre de guérisons relativement élevé, 9880. Cela grâce à la prise en charge dont bénéficient les malades. On compte donc à ce jour 15 494 cas confirmés de Covid et 94 décès en Côte d'Ivoire, malheureusement. On ne le dira jamais assez, il nous faut respecter les mesures barrières. C'est notre seule chance de freiner ce monstre dans sa course folle. En Corée du Nord, Pyongyang a annoncé ce dimanche son premier cas suspecté de Covid-19 dans le territoire, détecté dans la ville de Kaesong qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif, une personne qui serait rentrée après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. Pour sa part, le voisin du Sud a signalé hier samedi une recrudescence des cas. La Corée du Sud a enregistré son bilan le plus élevé en près de 4 mois avec 113 nouveaux cas. En vérité, je vous le dis, seule la discipline pourra nous sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Lavons-nous les mains et portons notre masque. Le virus est intraitable. Il est intransigeant, il rend malade, il tue, il affecte l'économie. Le coronavirus bouleverse tout. Les services des impôts, par exemple, se sont vus secoués par la maladie. Heureusement, ils ont su retomber sur leurs pieds. C'est la modernisation de ces services qui a permis de tenir face à la violence de la pandémie. On voit cela avec Jean-Louis Gbangbo du service économie de la rédaction. C'est en 2017 que la Direction générale des impôts a initié le système des dépôts des états financiers en ligne. Une initiative qui permet désormais aux contribuables de transmettre sans avoir à se déplacer toutes les informations financières liées à leurs entreprises au service des impôts. Un système qui vaut aujourd'hui son pesant d'or dans cette période de coronavirus où les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La maladie à coronavirus ne nous bloque pas dans notre obligation et dans notre devoir de dépôt, de production des états financiers et de dépôt de ces états financiers-là. Parce que même si je suis à Mama ou à Korogo, il suffit seulement d'avoir quoi? Un outil qui est l'ordinateur, une connexion Internet et puis le jeu est fait. Cet expert comptable est un utilisateur de la plateforme e-impôt. Il se réjouit non seulement de la sécurité sanitaire, mais également du gain de temps que cette solution lui permet de réaliser. On n'a plus besoin de se déplacer, de batailler pour prendre les transports, aller se faire au niveau des services des impôts pour souscrire nos impôts, avec tout ce qu'on peut avoir là-bas comme des agréments et autres, on n'a plus besoin de ça. En attendant sa totale adoption par les contribuables, les services des impôts
continuent de recevoir les dépôts des états financiers en version papier. Les contribuables sont quant à eux formés à l'utilisation de cette solution. Les contribuables prennent leur temps, alors que justement les délais arrivent très rapidement à échéance. En ce qui concerne la CIS 2018, les contribuables ont jusqu'au 31 juillet pour effectuer leur dépôt. S'agissant de la CIS 2019, les contribuables ont jusqu'au 30 septembre pour me satisfaire à cette obligation. Seulement une centaine de dépôts des états financiers effectués. 509 dépôts en ligne pour l'exercice 2018 contre des prévisions de 64 800. Une situation qui aurait pu être plus désastreuse avec la pandémie du coronavirus si cet outil n'existait pas. Sans que Télélias n'ait été conçu pour, on va dire, pour faire face au corona, mais Télélias vient à point nommé pour ce genre, n'est-ce pas, ce genre de risque. Voilà. Et donc, il s'agit de permettre aux contribuables de ne plus prendre de risques, n'est-ce pas, et de réduire les charges et même de préserver la santé. Les états financiers des contribuables transmis aux impôts permettent à cette administration d'élaborer tous les agrégats économiques du pays, une mission qui s'ajoute à celle principale de la collecte des ressources financières pour les mettre au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Voilà pour le chapitre coronavirus. On change de page pour parler emploi jeune. Et c'est dans la région de l'Indénié-Djuablin que je vous emmène. Sur place, ce sont plus de 260 personnes qui ont bénéficié de l'opération Agir pour les jeunes, opération initiée par le gouvernement. Ils sont donc nombreux, ces jeunes qui, aujourd'hui, ont retrouvé le sourire parce que sortis de la précarité. Herman Niamien en a rencontré quelques-uns. On regarde. Aboulaye Sy tient un magasin de vente de produits de beauté au quartier Château à Abengourou. Son magasin qu'il avait du mal à approvisionner est aujourd'hui rempli de marchandises. Il fait partie des bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes. Idrissa Ouattara, lui, est commerçant artisan. Sa spécialité, la teinture et la création de dessins sur les tissus. Également bénéficiaire du fonds Agir pour les jeunes à hauteur d'1 million de francs CFA, il emploie aujourd'hui 8 personnes. Son ambition, agrandir son activité et créer des emplois. L'opération Agir pour les jeunes fait de nombreux heureux à Abengourou. Cette dame qui, selon elle, a tout perdu à Abidjan, a pu se refaire une nouvelle santé. Ayant obtenu 500 000 francs CFA, elle a ouvert un salon de coiffure qui lui permet aujourd'hui de retrouver goût à la vie. Les fonds octroyés aux différents bénéficiaires sont des prêts. La remise des chèques, pour la plupart ayant coïncidé avec la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus, les différents bénéficiaires sont inquiets quant au remboursement. C'est le cas de Issa Kone, réparateur d'appareils électroniques qui a pu même diversifier son activité. En plus de la réparation des téléphones portables, il vend aussi des accessoires d'appareils électroniques. Sur la question, le responsable de l'antenne Agence Emploi Jeune d'Abengourou rassure.
Au niveau de l'Indéni Guablin, 269 personnes ont bénéficié de l'opération Agir pour les jeunes. Les différents projets ont été financés à hauteur de plus de 156 millions de francs CFA. D'un coût global de 10 milliards de francs CFA, la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes cible 19 000 personnes âgées de 18 à 40 ans. En initiant cette opération, l'État veut accompagner les jeunes désireux de créer leur micro-entreprise à s'installer sans difficulté afin de faciliter leur insertion et leur autonomisation en vue de réduire le taux du chômage en Côte d'Ivoire. C'est le 17 juillet dernier que la Côte d'Ivoire disait au revoir à Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre était inhumé ce vendredi-là au caveau familial sur la terre de ses ancêtres. Un départ inattendu qui a laissé la Côte d'Ivoire dans la consternation, dans l'abattement absolu. L'homme d'État avait marqué son temps et partout on salue sa mémoire. En Corée du Sud, l'ambassade de Côte d'Ivoire et une trentaine d'autres représentations diplomatiques ont rendu hommage à l'illustre disparu. Cheikh Koné. En Corée du Sud, précisément à Séoul, la représentation diplomatique ivoirienne n'était pas seule à pleurer la disparition brutale de son Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. 35 chefs de mission diplomatiques des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, tous sont venus témoigner leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, l'ambassadeur Sylvestre Kwasi Bilé a énoncé les valeurs incarnées par l'illustre disparu, un homme d'une humilité légendaire et d'une grande loyauté. Il a terminé son propos en adressant ses condoléances ainsi que celles de ses collaborateurs à la famille du défunt, au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Un grand homme à la suite d'un autre, un disparu à la suite d'un autre, un premier ministre qui marche dans les pas d'un autre. Seydou Eliman Diarra, lui aussi, nous a quittés dimanche dernier. Une messe d'action de grâce a été célébrée hier à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux pour le repos de son âme. Une messe pour réaffirmer les liens qui unissent l'illustre disparu à ses proches. Seydou Diarra était un homme bon, un homme simple, un gros travailleur, avec de nombreuses autres qualités. Il a été inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. Et si on oubliait un moment toute cette douleur, ces morts, pour danser un peu, se réjouir, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous offre, pour la vie elle-même, ce souffle de vie que rien ne vaut. La danse que je vous propose ce midi, donc, est le Soromigidjo, une danse de réjouissance dans le poro, une danse qu'Amadou Gon Coulibaly aimait bien, qu'il exécutait à souhait et surtout avec maestria. Vous pouvez un petit peu reculer vos canapés et prendre position. C'est un spécial cours de danse du Soromigidjo avec Ami Sissoko. Le cliquetis des grelots comme pour conjurer le sort. Sur la tête, des fétiches en main, des lances. Scène caractéristique à chaque grand événement ici à Korogo. Voici le Soromigidjo. Un hommage dans la pure tradition sénoufo du groupe Soromigidjo à son président d'honneur, Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre était à la suite de son père, Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance, le Soromigidjo, qui signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. L'homme était féru de cette danse dont les chansons sont des paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur humble. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde.
Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979 à Korogo, dans le Poro. Appelé au départ le Kapachan, du nom du club de football Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gon Coulibaly. Progressivement, il se sacralise et prend le nom Soromigidjo. Le Soromigidjo se danse à toutes les occasions. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et tout, un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid. La danse Soromigidjo commence par un rythme lent. Progressivement, les danseurs avancent. Des pas lents qui signifient en pays Senufo que lentement et sûrement, on arrive à ses fins. Arrivé à ses fins, on peut enfin manifester sa joie, d'où un changement de rythme. Cette cadence est plus rapide. Toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation, des chansons qui encouragent à tuer en soi le mépris de l'autre, des chansons qui encouragent à porter fièrement l'étendard de la famille dont on est issu, des chansons qui encouragent à l'altruisme, des chansons qui encouragent à la générosité. Tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que vous avez vu tant de monde autour de la danse. Quant aux fétiches portés par les membres du club, ils jouent plusieurs rôles. Celui de la protection des invités, des danseurs et de la scène en vue du bon déroulement de la cérémonie. Le rôle également de guérison, de solution aux problèmes sociaux, mais ils sont aussi réputés pour lancer des sorts. Seul Korogo détient la paternité du Soromigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Après le décès d'une personne illustre comme le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, président d'honneur, le Soromigidjo se range le temps du deuil pour reprendre de plus belle au lendemain des cérémonies religieuses du 40e jour du décès. Merci, ami Sissoko, pour nous avoir permis de nous évader un peu, mais on va redescendre sur terre avec ces tristes réalités. Au Mali, Abdoulaye Alpha Cissé est retrouvé mort plus d'une semaine après son enlèvement par des hommes armés. L'affaire n'est peut-être pas loin d'un règlement de compte politique. Alpha Cissé était maire d'une commune de la région de Tombouctou et il était en fonction depuis seulement 3 mois après une longue bataille judiciaire. Son corps a été retrouvé sur les rives d'un lac entre les localités de Tonka et de Goundam dans la région de Tombouctou. En partie dévêtu, il était criblé de balles. C'est l'heure du magazine du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire que vous appréciez tant. Nous aussi d'ailleurs, nous prenons grand plaisir à vous le proposer. Aujourd'hui, nous allons parler prise en charge des porteurs du VIH face à la maladie à coronavirus. Professeur Ewi nous a rejoint en plateau. Merci encore, professeur, de nous accorder cet entretien. Mais permettez que nous suivions le protocole. Salimatou Dia nous propose d'abord un élément vidéo. 2,39%, c'est la prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans en Côte d'Ivoire, selon l'ONU-SIDA. Un taux en baisse en 2020 contre 2,51% enregistré en 2018 dans l'étude nationale SIFIA. Une bonne nouvelle du fait que l'infection à VIH rend entre autres les personnes infectées très vulnérables à la tuberculose. Aujourd'hui, les nouvelles infections sont constatées du côté des femmes que des hommes, avec 59,1%, soit 7211 cas, tout âge confondu. Dans la région sanitaire d'Abidjan, les districts Trècheville, Marcory et Yopougon-Ouest-Songon enregistrent une prévalence importante, soit respectivement 9,16% et 2,45%. La Côte d'Ivoire comptait, rien qu'en 2019, environ 12 000 décès et les femmes, au nombre de 6 551, représentaient 50,1% de ces décès. La lutte contre le VIH-Sida continue, mais c'est sans compter sur le coronavirus. En pleine crise sanitaire mondiale, le pays doit faire face à la prise en charge des malades du VIH. Professeur, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'état de l'infection à VIH-Sida? Merci.
Tout d'abord, permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'adresser mes remerciements à M. le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, le docteur Eugène Akaolé, qui a bien voulu m'autoriser à venir sur ce plateau pour parler donc du VIH et de Covid-19. Également dire merci à M. le directeur général de la RTI, qui a accepté donc un partenariat que le programme national du contre le sida a signé avec la RTI pour nous permettre d'avoir des accès facilités sur tout le réseau de la RTI, radio, télévision et même les réseaux en ligne. Nous sommes un média de service public. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, je dirais que la situation de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire est encourageante pour plusieurs raisons. D'abord, on note, comme tout à l'heure on l'a vu dans l'élément, une baisse de la prévalence de la maladie dans la population générale. On était à 4,7% en 2014. Il y a 5-6 ans. 6 ans. Et maintenant, nous sommes à 2,33% de prévalence. Si on arrondit à 2,4% de prévalence, donc pratiquement une baisse de moitié de la prévalence de la maladie dans la population générale. Même si on a entendu dans l'élément de 2,51%. Ça, c'était en 2018. En 2018. Le plus récent, c'est 2,33%. 39%. C'est vrai que ces résultats, je dis, sont encourageants, mais sont insuffisants. Parce que lors de l'avant-dernier Conseil national de sécurité, Conseil national de lutte contre le sida, présidé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara lui-même, il avait fixé le cap qu'on atteigne moins de 1% de prévalence en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge, il y a encore du travail à faire pour faire baisser de façon significative la prévalence de la maladie dans notre pays. Et deuxième élément de la situation, c'est qu'on a une diminution du nombre de nouvelles infections. Je pense que c'est un élément encourageant. On était à 17 000 nouvelles infections en 2018. En 2019, nous sommes passés à 12 000. C'est vrai que la baisse n'est pas très importante, mais il y a quand même une baisse des nouvelles infections. Et tout à l'heure, vous allez nous l'expliquer. Vous allez nous expliquer comment cette courbe a pu descendre, même si vous dites que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà satisfaisant. Et vos estimations pour 2020, professeur? En 2020, fin 2020, nous envisageons de diminuer de moitié le nombre des nouvelles infections. Donc de 12 000, il faut qu'on arrive en dessous de 6 000 nouvelles infections. Le nombre de patients vivant avec le VIH également doit diminuer dans la population générale également. Et la prévalence doit également diminuer en dessous de 1%. Mais qu'est-ce qui fonde cet espoir? Comment vous pensez pouvoir y arriver? De 12 000 à 6 000? Alors, les raisons qui nous poussent à penser qu'on peut y arriver, c'est d'abord, nous avons identifié les cibles sur lesquelles il faut agir pour faire baisser cette prévalence-là. Ce sont les jeunes, les adolescentes, les hommes de 25 ans et plus et les populations clés. Donc, envers ces populations-là, nous avons développé des stratégies de communication pour le changement de comportement, pour donner une nouvelle image de la maladie. Et puis, nous allons concentrer les actions sur le dépistage et le traitement. Donc, c'est la stratégie tester et traiter. Dépister tous les porteurs du virus et les traiter. Ça permet donc de réduire la circulation du virus dans la population parce que le traitement est considéré au jour d'aujourd'hui comme un moyen de prévention. Ensuite, troisième élément, c'est de lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui fait que les gens ont peur de se faire dépister, ont peur du regard des autres. Et en luttant contre cette discrimination et cette stigmatisation, on va amener plus facilement les gens à se faire dépister et à se faire prendre. Vous pensez y arriver en 2020? C'est l'objectif que nous sommes fixés et nous donnons les moyens pour y arriver. Et ça vous a quand même pris 40 ans pour connaître la cible, professeur? Vous dites que maintenant vous savez vers qui aller effectivement pour que le virus ne se propage pas plus fort, mais... Les cibles, on les connaissait depuis, mais ces dernières années, on a observé une concentration de l'épidémie dans ces cibles dont je viens de parler tout à l'heure. C'est la concentration qui attire notre attention et qui nécessite que nous développions des stratégies pour atteindre ces cibles-là, pour faire baisser la prévalence de la maladie dans la population générale. La Côte d'Ivoire fait partie des pays avec le plus fort taux de contamination. Qu'est-ce qui explique cela? Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, comme je dis, la connaissance de la maladie. On pense que la population connaît la maladie, mais en réalité, quand on fait les enquêtes, on se rend compte que la connaissance est insuffisante, est parcellaire. Il y a une génération de jeunes qui ne connaissent pas très bien la maladie. Et donc, tout ça favorise la dissémination de la maladie. Mais il y a des jeunes dans tous les autres pays, professeur. Oui, mais il y a aussi la stigmatisation et la discrimination. Principalement chez nous. Chez nous, c'est très fort. Ça existe partout, mais chez nous, cette stigmatisation, cette discrimination des personnes avec le VIH, c'est très forte et c'est un frein au dépistage et à la prise en charge. Et il y a aussi certaines barrières culturelles, non, qui peuvent... Les barrières culturelles existent également.
il y a certaines pratiques culturelles qui font que plusieurs personnes peuvent être exposées. Par exemple, l'excision, telle que la circoncision avec un matériel à usage multiple qui passe d'un individu à un autre, peut être une source de contamination. Il y a des pratiques culturelles telles que le lévira. Et quand un homme prend la femme de son frère lorsqu'il décède. Voilà, sans savoir la cause du décès, ça peut aussi être un facteur de diffusion de la maladie. Et c'est quoi les principaux canaux de propagation de la maladie? Alors, je pense que vous faites bien de poser cette question. De façon générale, l'infection à VIH se transmet par 3 voies. La voie principale, c'est la voie sexuelle, par les rapports sexuels. Et c'est la principale voie chez nous ici. Cette voie-là est à l'origine de 80% à peu près des contaminations observées. La deuxième voie, c'est la voie sanguine, par transfusion sanguine, ou alors par des objets souillés par du sang, qui peut être une source de contamination. Il faut dire que la transfusion sanguine est vraiment plus en plus sécurisée, puisque les donneurs de sang sont sélectionnés selon une checklist. Le sang prélevé est testé pour éliminer tout ce qui est virus, VIH, hépatite virale et syphilis. Donc, ce risque-là, il est résiduel. Je ne dis pas que le risque zéro existe, mais le risque d'attraper l'infection VIH par transfusion sanguine, à l'heure actuelle, il est résiduel. La troisième voie, qui est la voie verticale, la voie de la mère infectée à son enfant. Je pense que c'est une voie que je trouve la plus injuste. Un enfant qui n'a pas demandé à naître, il va naître avec un virus, être infecté par le virus. Alors que nous disposons à l'heure actuelle de moyens pour réduire cette transmission mère-enfant. Des méthodes efficaces existent. Le dépistage des femmes enceintes, leur mise sous traitement, le dépistage précoce de l'enfant né, sa mise sous traitement prophylactique, toutes ces stratégies-là qui sont disponibles chez nous dans nos centres de santé permettent de réduire le risque de transmission du VIH d'une mère infectée à son enfant. Et vous avez parlé de la transmission par voie sexuelle. Il faut dire que la sodomie est un moyen très rapide de contracter le VIH. Effectivement, par rapport à la voie vaginale, au rapport par voie vaginale. Mais dites-nous, en ce temps de crise sanitaire, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans ce temps de crise sanitaire, il faut dire que... Lié au coronavirus, bien sûr. La pandémie à coronavirus a un peu perturbé tout le système au début. Et qu'est-ce que vous faites pour protéger les porteurs de VIH? D'abord, c'est de diffuser les messages de sensibilisation énoncés par le gouvernement. Donc, les mesures barrières qui doivent s'appliquer à tout le monde. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Tout le monde doit respecter ces mesures-là. Ensuite, c'est réduire le nombre de visites des patients porteurs du VIH à l'hôpital. Pour réduire ces visites-là, nous avons donc adopté la stratégie de dispensation multi-mois de médicaments. Le patient a 3 à 6 mois de médicaments de stock chez lui à la maison. C'est d'ailleurs une recommandation de l'ONU-SIDA. Effectivement. Oui. Pour éviter qu'il se déplace chaque fois à venir à l'hôpital, prendre les transports en commun. Donc, c'est une stratégie également pour protéger les patients. Et voilà. Et puis, pour éviter les ruptures de traitement, nous avons donc anticipé les commandes de médicaments antirétroviraux dès le mois de février. Avant même que le premier cas soit décrit dans notre pays, nous avons donc pris des dispositions pour ne pas que nous tombions en rupture de médicaments antirétroviraux pour traiter les patients. Est-ce que les porteurs de VIH sont des sujets exposés à un risque plus élevé de contracter le VIH-Sida? Est-ce que chez eux, les symptômes sont beaucoup plus graves et tout? Ils ne sont pas plus exposés que les autres. Ils sont exposés comme tout le monde. Du fait de leur déficit immunitaire, ils ont plus de risques de faire des formes graves de la maladie. Voilà, c'est ça un peu la question. Mais là, ça concerne les patients porteurs du virus qui ne sont pas traités ou qui ne se savent pas traiter, qui ne se savent pas infecter. Donc, quand on est sous traitement, on a un système immunitaire qui est robuste, qui peut faire face à toutes sortes d'infections. Donc, le VIH et la COVID-19 interagissent un peu comme le sida et la tuberculose? Effectivement, il peut y avoir une interaction si son système immunitaire est déficient. On est à plus de 15 000 cas aujourd'hui, 15 000 cas en Côte d'Ivoire. Parmi eux, y a-t-il des porteurs du VIH, forcément? Effectivement, il y a des porteurs du VIH qui ont été contaminés. Parmi les morts aussi? Certainement, mais nous sommes en train de faire le bilan, parce qu'à la fin, donc, ferons le bilan pour voir un peu quelle est la part, quelle est la proportion des personnes avec le VIH qui ont été contaminées par la COVID-19 et quelle est la proportion qui sont décédées. On a vu que le système de santé a été un petit peu perturbé quand même. Donc on peut le dire, la pandémie de coronavirus a eu un impact sérieux sur la lutte que vous menez contre le coronavirus. Effectivement, la pandémie de la COVID-19 a perturbé le fonctionnement habituel de notre système.
Mais heureusement que tout commence à reprendre. Et sur le plan donc, général, on a observé une baisse de fréquentation des structures de santé par toute la population. Ce n'est pas seulement les patients porteurs du VIH. Et puis, on a eu également les activités de prise en charge. Par exemple, si je vous donne un exemple, en matière de dépistage, en 2019, au premier semestre 2019, nous avions dépisté 1 573 000 personnes en Côte d'Ivoire. Si on prend la même période 2020, au premier semestre 2020, nous n'avons dépisté que 1 068 000 personnes en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait un gap de 500 000 personnes de moins par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est un exemple d'impact de la COVID-19 sur les activités de prise en charge des patients vivant avec le... L'ONU-SIDA vous vient un petit peu en aide? Effectivement, d'avoir un soutien énorme de l'ONU-SIDA qui nous accompagne dans tous nos processus de coordination, de mise en œuvre des directives. Et même, je dirais, récemment, l'ONU-SIDA, avec le Programme alimentaire mondial, ont apporté une aide financière aux familles de personnes vivant avec le VIH démunies pour leur permettre donc de surmonter le cap de cette pandémie-là. Je pense que c'est une aide que nous apprécions énormément et nous leur dit merci à l'ONU-SIDA pour cette contribution-là. Et rappelez-nous les comportements, les attitudes que doivent avoir les porteurs de VIH. Dans cette situation de pandémie à COVID-19, je pense que ce sont les mesures énoncées par le gouvernement que nous devons tous mettre en œuvre. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Pour ces patients-là, je pense que s'il n'y a pas de raison essentielle de se déplacer, mieux vaut rester à la maison. Je pense que c'est des comportements que... Et pas de cigarettes, pas d'alcool. Oui, la cigarette, l'alcool... Ce qui n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, ça n'apporte pas de bénéfices. Mieux vaut éviter ces toxiques-là. Ça accentue le risque. Oui. Et puis, pour éviter le coronavirus, il faut la distanciation physique. Il faut se laver les mains et porter un masque. Mais aussi, pour lutter contre le sida, il y a aussi un masque à porter, beaucoup plus bas. Oui, c'est le préservatif, effectivement. Et quels sont les autres moyens de... Les autres moyens de prévention, je pense que le moyen le plus sûr, c'est l'abstinence. Parce que j'ai dit que la voie de transmission préférentielle, prépondérante chez nous, c'est la transmission par voie sexuelle. Ensuite, c'est la fidélité à son partenaire. Et puis, l'usage de préservatifs pour se protéger effectivement contre les infections. Mais nous avons d'autres méthodes également. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Quand on sait qu'on va être exposé, on peut prendre des médicaments antirétroviraux avant l'exposition. Ça permet donc de réduire le risque de transmission du VIH, surtout lors des rapports sexuels. Ah oui. Quels sont vos défis? Les défis de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire? Les défis de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire sont nombreux. Sont nombreux, mais je vais m'accenter sur 2 points essentiels. Okay. Le premier défi, c'est que l'ONU-SIDA a fixé comme cap l'objectif 2030, où nous devons arriver à éliminer le sida comme problème de santé publique dans le monde, donc en Côte d'Ivoire. Comme la poliomyélite. Effectivement. Comme d'autres maladies qui ont été éradiquées. Donc, en 2030, il faut que nous arrivions à éliminer le sida comme problème de santé publique. Et cela nécessite beaucoup d'efforts en matière donc, de sensibilisation, de dépistage, de traitement. Je pense que ça, c'est un gros défi auquel nous devons faire face. Le deuxième défi, c'est les financements. On ne peut pas parler de lutte contre le sida sans financement, sans ressources financières. Et c'est la pérennisation des financements. Vous savez que nous avons beaucoup de partenaires qui nous aident dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous préparer à prendre la relève lorsque ces partenaires un jour vont se séparer de nous. L'État le fera, monsieur le professeur. Et puis, il y a aussi la fin de la transmission mère-enfant qui fait partie de vos défis. Effectivement. Mais voilà 40 ans aujourd'hui que le VIH court. Il court, la transmission se poursuit. Le VIH tue près de 3 millions de personnes tous les ans. Le coronavirus, qui est à la mode aujourd'hui, n'aura pas fait 1 million après une année d'existence. Qu'est-ce qui se passe? Mais toutes les attentions sont portées vers le coronavirus, le sida un peu délaissé. C'est une forme de discrimination, professeur? Oui, mais je ne pense pas. C'est tout à fait normal. La COVID-19, c'est ce qu'on appelle les maladies émergentes. C'est une maladie qui n'a existé nulle part dans les siècles derniers, ni dans ce siècle présent. Donc, c'est une nouvelle maladie pour laquelle on commence à avoir des informations qui se propagent très rapidement, qui est une maladie aiguë, qui agit rapidement et qui disparaît, et puis pour lesquelles on n'a ni médicaments ni vaccins. Une maladie qui ne fait pas de différence entre pauvres et riches. Le sida aussi, il y a des médicaments peut-être pour ralentir, il n'y a pas de vaccin, c'est pratiquement la même chose. Oui, est-ce que vous n'êtes pas, cela ne conforte pas un peu ceux qui ont l'idée qu'il y aurait un business quelque part derrière quelque chose? Oui, indépendamment de ça, mais il faut dire que le fait que cette maladie soit aussi médiatique,
comme l'a été le sida en 1981, quand on s'est apparu, c'est tout à fait normal que ça prenne le devant de l'actualité. Merci. Merci. Merci, professeur. Merci. Professeur Ewi Ebois, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le sida, le VIH-sida qui est toujours présent parmi nous et qui continue de faire mal, même si le coronavirus lui a ravi un petit peu la vedette. Merci encore, professeur, d'être venu nous parler de la prise en charge des porteurs du VIH face à la Covid et bon retour chez vous. Merci. VIH-Sida, coronavirus, nous pouvons tous les éviter en respectant les consignes des professionnels, les recommandations de nos autorités. Notre santé est notre bien le plus précieux. Mettons tout en œuvre pour en prendre soin. Bon dimanche et merci de faire confiance à notre antenne.